L'océan est l'environnement le plus vaste de la planète. Il recouvre les 3/4 de la Terre et apparaît comme une vaste étendue d'eau visible du ciel. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est que cet océan recèle des paysages incroyablement diversifiés et complexes, invisibles à nos yeux. Mais avant de faire un tour de ces paysages, qu'est-ce que l'océan profond? Aujourd'hui, on retrouve deux définitions. Une première est celle de plus ou moins 200 mètres en fonction de la teneur en particules des eaux de surface. Au-delà de cette profondeur, les ondes lumineuses nécessaires à la photosynthèse ne pénètrent plus et les végétaux, algues ou plantes, ne peuvent donc plus se développer. La vie dépend donc de la matière qui sédimente depuis la surface. Et puis une deuxième définition, la limite de 1000 mètres. La zone entre 200 et 1000 mètres est appelée zone mésopélagique ou encore crépusculaire. C'est la zone à l'orée de l'obscurité. Il n'y a pas suffisamment de lumière pour permettre la production d'énergie par photosynthèse, mais suffisamment pour permettre aux organismes d'utiliser la vision pour la recherche de proies. Au-delà de 1000 mètres, on entre donc dans la zone bathypélagique, zone qui s'étend jusqu'à 3800 mètres, la profondeur moyenne de nos océans. Puis au-delà, nous entrons dans la zone abyssopélagique, les abysses à proprement parler. Celles-ci s'étendent jusqu'aux fosses océaniques, appelées zones hadales, qui peuvent atteindre 11 000 mètres de fond pour la plus profonde, la fosse des Mariannes dans le Pacifique. Ces grands fonds couvrent au total presque 66% de la planète, et si on prend en compte l'aspect tridimensionnel du milieu, donc toute la colonne d'eau depuis la zone mésopélagique jusqu'aux fosses, ils représentent en fait 95% du volume de la biosphère, c'est-à-dire du volume habitable de la planète. Les conditions de vie y sont donc particulières. D'ailleurs, Théodore Monod a dit des abysses, il fait noir, il fait froid, il fait profond, il fait fin. C'est un très bon résumé des conditions de vie auxquelles ont dû s'adapter la multitude d'espèces qui ont colonisé ces environnements. Nous avons vu qu'au-delà de 1000 mètres, c'est l'obscurité totale. Les grands fonds sont tapissés d'une masse d'eau froide dont la température va varier entre 0 et 4 degrés avec peu ou pas de variations saisonnières. La profondeur implique des contraintes en termes de pression qui augmentent d'1 bar tous les 10 mètres. Ainsi, la pression dans les abysses est 100 à 1000 fois plus forte qu'à la surface. Enfin, la matière organique produite en surface par photosynthèse est consommée ou reminéralisée lors de sa descente. Donc plus on est profond, plus la nourriture se fait rare. Les espèces ont donc dû développer des stratégies pour optimiser la recherche des proies telles que la bioluminescence. Ainsi, l'absence de nourriture et de lumière a mené le zoologiste Edward Forbes en 1843 à avancer l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait pas de vie au-delà de 500 mètres. Puis, la fameuse mission du Challenger en 1870, et qui a parcouru tous les océans du monde, a non seulement montré l'existence de vie jusqu'à 5500 mètres, mais a également mis en avant la diversité des grands fonds marins, de son relief et de la nature des fonds. L'océan profond n'est pas une vaste plaine abyssale. Plus tard, grâce à l'essor technologique, l'homme a pu conquérir progressivement les profondeurs depuis le premier bathyscaphe de Beebe et Barton jusqu'à la plongée de Wash et Picard dans la fosse des Mariannes en 1960. Puis, la deuxième moitié du XXe siècle a vu le développement des sous-marins scientifiques encore utilisés aujourd'hui. D'abord les submersibles habités, puis des ROV, des robots téléguidés depuis les navires et les engins autonomes. Aujourd'hui, les observatoires grands fonds permettent de déployer des capteurs sur le plus long terme afin d'acquérir des données à haute fréquence sur des longues périodes de temps sans la présence d'un navire sur site. Aujourd'hui, on sait donc que le fond des océans est loin d'être une grande plaine abyssale sans vie, mais au contraire, comme sur Terre, on trouve des montagnes, des vallées, des forêts, des prairies. Le fond des océans abrite une grande diversité d'écosystèmes et d'habitats, chacun associé à une biodiversité unique. Comme on voit sur cette représentation, la topographie est complexe, avec la présence de canyons sous-marins qui incisent le plateau continental et hébergent des forêts de coraux d'eau froide, les plaines abyssales, les dorsales qui forment une chaîne de montagnes de plus de 60 000 km à travers les océans, les fosses où la plaque océanique plonge sous la croûte terrestre et des monts sous-marins. Parmi ces paysages, ce sont les plaines abyssales les plus importantes puisqu'elles couvrent 80% des grands fonds. Ce sont de vastes étendues sédimentaires constituées de vases et de boue et généralement localisées entre 4000 et 6000 mètres de fond. La vie qui s'y développe dépend des apports détritiques venant de la surface. Par conséquent, les densités et biomasses animales y sont très faibles, mais on y trouve une très grande diversité d'espèces, principalement de petite taille. Elles sont peuplées de crustacés, d'échinodermes tels que les holoturies et les ophures, comme on voit sur l'image ici, mais aussi des vers annélides et des nématodes, de très petits vers. Dans certaines plaines abyssales, la précipitation des métaux dissous dans l'eau de mer grâce à l'action de micro-organismes favorise la formation de concrétions d'hydroxyde de fer et de manganèse, appelées nodules. Ce sont des galets de 5 à 10 cm de diamètre qui grandissent d'une dizaine de millimètres par million d'années. Ils forment des champs qui peuvent couvrir plusieurs millions de kilomètres carrés,
formant ainsi des îlots de substrats durs au cœur des plaines abyssales. Ces substrats vont favoriser une plus grande biodiversité avec le développement d'espèces fixes telles que les coraux ou les éponges, et autour de ces nodules, on va donc retrouver une faune sédimentaire similaire à celle des plaines abyssales nues. Les monts sous-marins, eux, sont d'origine volcanique, souvent associés aux points chauds. Ces écosystèmes dépendent également des apports détritiques de surface, mais leur topographie ou relief influence fortement la circulation océanique environnante en créant des tourbillons ou des courants circulaires qui vont donc favoriser la concentration de particules, donc de nourriture. On y trouve une forte biodiversité avec la présence de coraux, d'éponges, comme ici sur la photo, et une grande richesse de faune associée. Ils constituent des zones de refuge, de nourricerie et de sources de nourriture pour une multitude d'espèces. La biodiversité est peu connue puisque chaque mont sous-marin est associé à une biodiversité unique et des dizaines, voire des centaines de milliers de monts sous-marins tapissent le fond de nos océans et il reste à découvrir. En 1977, une découverte va bouleverser la vision des grands fonds. Une plongée sur la dorsale des Galapagos a révélé l'existence de communautés luxuriantes avec de fortes biomasses et densités d'organismes nouveaux. C'était la découverte des sources hydrothermales. Elles sont localisées le long des dorsales océaniques et des bassins aérarques du Pacifique, dans les zones tectoniques et volcaniques actives. Leur formation est le résultat de la circulation d'eau de mer en subsurface. Cette eau va se transformer en fluide, chaud, acide et chargé en éléments réduits et métaux qui, en précipitant au contact de l'eau de mer froide, vont former des cheminées pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut. Leur découverte a été primordiale d'un point de vue biologique, puisqu'on s'est rendu compte que la vie pouvait se développer sans lumière, qu'il existait une énergie alternative à celle du Soleil. Cet autre mécanisme à l'origine de la production de matière organique s'appelle la chimiosynthèse. C'est le processus par lequel des micro-organismes vont être capables d'assimiler du carbone inorganique par oxydation d'éléments réduits tels que le sulfure, le méthane ou l'hydrogène contenus dans le fluide. Ce processus était déjà marginalement connu, mais qu'il puisse soutenir un écosystème entier était nouveau. La nourriture n'est plus limitante et permet donc le développement de fortes biomasses et densités animales, créant des vraies oasis de vie. Puis, dans les années 80-90, l'augmentation des efforts d'exploration a montré que ce processus jouait un rôle important dans les grands fonds, avec la découverte de nouveaux écosystèmes également basés sur la chimiosynthèse. Ainsi, quelques années plus tard, ont été découvertes des zones de suintement froid, où des fluides chargés en éléments réduits tels que le méthane et hydrocarbures s'échappent à basse température. On les retrouve le long des marges continentales où il y a une accumulation rapide de sédiments riches en matière organique. Sur cette image, on voit des hydrates de méthane et la faune qu'on y trouve est similaire à celle des sources hydrothermales, avec une forte biomasse et une faible diversité d'espèces adaptées. Enfin, plus récemment, on a découvert que l'apport en matière organique à travers les cadavres d'animaux ou les bois coulés soutiennent également le développement de la vie basée sur la chimiosynthèse. Ces apports organiques massifs servent de nourriture à une succession d'organismes. La dégradation de ces substrats produit du sulfure, qui sert de support aux micro-organismes chimio-autotrophes. On va donc trouver également une faune type des écosystèmes chimiosynthétiques. Ces oasis de vie éphémères dans les grands fonds auraient d'ailleurs joué un rôle important dans l'évolution des espèces associées au système chimiosynthétique en leur permettant de coloniser des nouveaux environnements. Mais le rôle de ces écosystèmes sur le reste de l'océan est encore mal connu. Mais ils ont un rôle important en termes de transfert et d'export de carbone vers les milieux environnants. On a ainsi récemment introduit le concept de sphère d'influence qui se traduit par des densités et biomasses plus élevées de faune des grands fonds autour de ces systèmes, comme le montre cette photo de la filtreur sur la dorsale à proximité des sources chaudes. Mais quel que soit l'écosystème, la biodiversité des grands fonds demeure aujourd'hui très peu connue et il reste beaucoup de zones à explorer.